Bon bah les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo avec Tino, donc qui est maintenant un bon collègue, on va dire, dans l'accompagnement de Jonathan. On a pu participer ensemble au mastermind de Jonathan, qui se déroule à Montrival, c'est bien ça? Bah ouais, dans ce beau cadre-là, c'est pas Ouais, encore fini. Je pense qu'on va encore ramasser. J'avoue que là, on est sur 2 heures de sommeil, donc c'est un peu dur. Mais bon, on est quand même là, on est présent. Et puis en vrai, c'est une très bonne expérience. On a pu rencontrer plein de gens qu'on n'a pas vus. Et puis c'est différent de tout ce qu'on a pu voir, des fameux masterminds à Dubaï ou machin, où ça se bourre la gueule, ça fait des fucks dans les vidéos et ça fait du quad. Là, il y a de la testo dans l'air. On court, on soulève, on fait du sport, on crache, et on va jusqu'au bout. Et c'est ça qui est beau. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu là? Pour l'instant, on n'est que à la moitié, c'est même pas encore fini. ouais, au niveau du mastermind, au niveau de tout ça, déjà ouais, je m'attendais, je sais pas trop à quoi m'attendre en arrivant. On est un super cadre, donc on est Ouais, vraiment vers la forêt c'est de clair. Compiègne. Pour redonner un peu plus de précision. Et on est dans un magnifique domaine et Jonathan nous avait vraiment gardé la surprise jusqu'au bout pour nous dire simplement voilà, on arrive, on a un super domaine et donc les hostilités, elles ont commencé, on va dire pas tout de suite, mais on va dire qu'on s'est fait un petit peu réveiller, on s'est fait un petit peu brusquer. Alors moi, j'ai eu un passé un peu de militaire, donc pas forcément, ouais, ça a été, mais c'est vrai que ça m'a quand même, quand même ça en fait, le fait que ce soit dans le civil, c'est vrai que ça m'a fait mal. Je sais pas toi, Stino, comment tu l'as vécu un peu? Après, c'était pas, on va dire violent, mais c'était un peu de pompe, un peu de course à pied, un peu de trucs comme ça, donc voilà. Ouais, disons que ça secoue un peu. Moi, je suis un peu le mec hyper carré dans ma vie. Je suis un mordu de la data, donc tu sais, ça te fait sortir de ta zone de confort. Bon, après, ça va vraiment dépendre. On a vu chez certains de chez Stratum, bah, ça leur a permis de leur donner un petit coup de pied au cul et de les faire avancer, ça c'est cool. Moi, de mon côté, ça a permis de faire un petit peu un défi, un challenge personnel. Parce que c'est un peu ça, en fait, le but, hein, c'est de pousser à ses limites, d'arrêter d'être un petit closer princesse et puis d'aller vraiment chercher aussi bien du résultat dans le business que dans l'aspect physique, que dans l'aspect mental. Et franchement, bah, c'est pas encore fini. J'apprends encore sur la suite. Je pense que ça va être assez marrant. Honnêtement, après, je dis ça, tu sais, là, on le tourne à la moitié, comme l'a dit Tino du Mm. mastermind. J'ai l'impression que Jonathan, il est un peu fatigué. J'ai Mais il l'impression. a plus de voix, hein. Ouais, là, il a plus de voix, il Il s'est a un peu plus de voix. donné. Je pense qu'on cette nuit, on devrait dormir normalement, donc on va voir. Mais ouais, c'était assez intéressant. Là, on a fait vraiment une partie mindset. Ouais. On a pu un petit peu aussi discuter avec Terry, qui est un infopreneur avec lequel Jonathan il travaille. Il nous a fait justement, c'est aussi tout ça l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir créer du contenu parce qu'aujourd'hui, on voit que la Mm, plupart mm. des closers sur le marché ne créent pas de contenu et c'est vraiment un élément différenciant que nous, on veut amener justement avec Stratum où en fait on se Mm. montre, on montre notre compétence, on montre notre manière de parler pour, sortir un peu de ce côté, sales, tu vois, qui reste, inconnu et on va dire, voilà tout l'objet de cette démarche au niveau de cette vidéo, quoi. Ouais, carrément, carrément, sachant qu'en plus, bah là, en fait, on est en plein milieu du mastermind, donc on sait pas ce qui se passe. Il y aura une très grande chance qu'au moment où la vidéo sera sortie, le vlog sera sorti, ou peut-être pas encore, mais si c'est pas le cas, on mettra le lien directement et on taguera tout le monde et vous pourrez voir dans quel état on était avant et dans quel état on sera après. Ce sera très drôle à voir. Euh, Moi, ce qui est hyper important, c'est qu'on va faire une petite pause et on va laisser notre superbe chef cuistot qui va passer et qui nous fait des repas incroyables. Ouais, après tu veux qu'on arrête ou pas? Non, on peut laisser, on va couper et puis on laisse Ouais. passer. Bonjour. Hem, Moi, en fait, je suis assez curieux d'apprendre un petit peu à te connaître dans ton parcours parce que tu parlais d'être dans le civil, c'est des termes qui sont vraiment pour ceux qui ont fait l'armée. Tu dis que tu l'as déjà fait, donc tu as eu un peu une espèce de retour d'expérience. Donc, moi, j'aurais voulu savoir un petit peu plus sur toi par rapport ouais, à ça. ouais, ouais, c'est vrai que, juste pour placer le contexte, Tino, c'est vrai que, il est coach de l'accompagnement de Stratum et on a déjà parlé et tout, mais là, c'est la première fois qu'on casse la barrière de la visio, du Google Meet et ça Ouais. permet vraiment de se rencontrer donc déjà c'est bien. Puis aussi le fait de faire un mastermind, c'est de voir aussi avec les personnes avec qui tu accroches vraiment et Mm, moi je pense qu'on restera en contact à l'issue de tout ça parce que évidemment. on partage des valeurs communes. Ouais. Au niveau de ça, moi de mon parcours, j'en ai pu en parler et là j'en parle depuis peu parce que je suis tout jeune on va dire civil bientôt. Mm. Et donc, pour le dire simplement, j'ai fait 4 ans dans la marine nationale, donc chez les fusiliers marins. J'ai fait pas mal, enfin franchement, je suis très content de ce que j'ai pu faire. Au niveau dépassement de moi-même, tout ça, moi j'ai 22 ans aujourd'hui, je vais sur mes 23.
Et bah, Tino va en parler un peu de son passé de commercial, mais ouais, moi j'ai pu être engagé, servir bah, mon pays et c'était vraiment bah, une grande fierté. J'ai vraiment bah, vu des gens exceptionnels dans l'institution. Forcément, bah, j'ai quitté pour des raisons peut-être un peu plus de liberté qui corrèlent un peu justement avec bah, ce pourquoi on est ici, le closing, tout ça. Et à un moment, c'est vrai que j'ai voulu, après l'armée, après l'objectif que je m'étais fixé de rentrer, du coup, je suis dans les commandos marines, objectif que j'ai pas forcément atteint. J'ai pu aller au stage commando, j'ai pu, bah, faire les évaluations pour ceux qui connaissent et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me, on va dire, faisait vibrer sur le long terme. Je me voyais pas, en fait, je me projetais pas dans cette vie, on va dire de routard où on va partir en mission, où, on est toujours, bah, entre guillemets «dans le jus» si je puis dire, où on est avec le groupe, où c'est une vie vraiment d'égoïste et je me voyais pas peut-être avoir une femme, des enfants dans ce cadre-là et me donner à 100 comme, ce genre de métier le demande pour la France. Peut-être de manière égoïste, mais peut-être aussi avec les événements actuels, je me suis dit: «Peut-être que je devrais mettre toute cette énergie au service de quelque chose où je vais avoir plus de liberté». Donc le closing, c'est venu, on va dire, en second plan. Je me suis dit, bah, pourquoi pas aller un peu plus loin dans cette voie-là. Et puis bah, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît Mmh. énormément. Donc voilà. Et puis oui, pour ce qui est des ramassages ou quoi, c'est sûr que en comparaison de ce que tu peux faire à l'armée, bon, franchement, il y a des trucs, c'est similaire, mais peut-être des fois, il y a des trucs, ça monte un peu en gamme, tu vois. Genre, tu sais, quand t'es, comme il disait, le pire, Jonathan, c'est pas forcément genre le manque de sommeil pour moi, mais c'est le froid. Genre, tu sais, quand t'es froid, t'es mouillé, tu fais le pingouin avec tes collègues là, comme ça, tout collé. Là, tu dors en cuillère avec eux. Bon, no gay, mais voilà, c'est des moments assez spéciaux. Mais voilà un petit peu pour mon parcours. Et voilà, hein. Puis même moi aussi, je suis curieux un petit peu de t'expliquer aux gens ton parcours, Tino, sur la partie. Bah, je sais ce que tu as fait, on en a déjà discuté ensemble, Ouais, mais que tu on a pas peux. mal discuté, mais après, pour contextualiser, déjà, en fait, il faut savoir que, bah, de toute façon, si vous regardez, vous voyez cette vidéo, c'est ce que c'est très bien le closing. C'est un métier de vendeur, c'est un métier de vente, et souvent la vente, elle est corrélée au fait d'être quelqu'un d'extraverti, hyper sociable et tout. Ce qui, dans la réalité, est complètement faux, mais c'est un peu les clichés qui sont encore un peu durs aujourd'hui. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est hyper introverti, hyper timide, encore plus quand j'étais jeune. Et pour expliquer un peu le parcours, moi, j'étais vraiment le gamin typique, le dernier de la classe, pas en notes parce que j'étais une tête là-dessus, mais le dernier dans la classe à être choisi dans les cours de PS. J'étais le petit gamin timide, le mec un peu invisible, qu'on voyait pas, à qui on parlait peu et tout. Donc j'étais très souvent seul. Et je voulais absolument casser en fait cette barrière-là du petit geek qui est un peu tout seul. Parce que ouais, c'est une période où vraiment je jouais beaucoup au jeu vidéo parce que je m'évadais à travers ça. Et je voulais absolument casser ça. Le déclic, c'est simple, ça a été la musculation. En fait, bah tu vois, genre par exemple en cours de PS, tu fais plein de sports, tu fais badminton, foot, athlétisme, des acrobaties. Et nous, on avait durant, je crois que l'avant-dernière année ou la dernière année, de la musculation. Et je voyais un de mes potes, c'était un putain de BG, il arrivait à serrer plein de meufs, il avait des bras énormes alors qu'il avait genre 17 piges. Je me suis dit, mais putain, mais j'ai envie d'être comme lui, quoi. Ouais. C'est mon meilleur pote et ça fait maintenant des années qu'on se connaît. Et ça a été un peu le déclic et je me suis dit, bah, en fait, j'en ai marre d'être un petit peu le gamin invisible. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour plus être invisible? Bah, je dois être au devant de la scène. Et qui est la seule personne dans tout le milieu, dans tout le système qu'on a, qui est tout le temps au devant de la scène? Bah, c'est le vendeur. C'est jamais celui qui construit la machine, c'est jamais celui qui s'occupe du service en lui-même, c'est le vendeur. C'est le vendeur qui est au contact des gens, chose que je ne voulais absolument pas faire de base, mais je me suis dit, vu que j'avais envie de briser mon ancien moi de l'époque, bah, il fallait que je passe par là. Du coup, à la fin de mon bac, au lieu de faire la carrière d'ingénieur classique que tous mes profs disaient, bah, j'ai fait un BTS en alternance et je suis devenu en fait commercial itinérant pour des professionnels. Hmm. J'avais 18 ans, j'avais zéro gueule. Mais quand je dis zéro gueule, vraiment, le charisme, il était enterré. J'ai Vraiment, vu la c'était carte nul à chier. d'identité. Non, non, c'est pire que Ah ça. ouais, Vraiment, c'était pire. c'est pire que ça. Vraiment, c'était horrible. Il n'y a pas de charisme. Et pourtant, je devais me retrouver face à des bouchers, des charcutiers, des mecs qui tenaient des hôtels, qui faisaient plusieurs centaines, peut-être même plusieurs millions par an avec leur ou les boutiques. Et je devais leur vendre des produits d'entretien et d'hygiène pour, bah, en fait, pour leurs boutiques, pour leurs locaux, Mmh. etc. Et juste là, par rapport à déjà juste, à ton niveau en closing ou quoi, mais est-ce que tu penses que déjà, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui t'a aidé, de ce point de vue-là, mais est-ce que tu retrouves des similitudes avec, ce que tu fais aujourd'hui en closing ou quoi? C'est assez différent. C'est quoi le job de commercial, en fait? En fait, faut savoir que la chose la plus importante en closing, même dans la vente, ça va être ta posture. Ça va être ta posture, ça va être comment tu es, c'est quelle gueule tu as. Mmh. C'est voilà.
Et À c'est l'inverse c'est un peu ce de côté un peu de on peut voir sur le réseau d'aura farming, de charisme. Et quand on voit quelqu'un d'hyper stylé, qui est hyper élancé, plutôt bien foutu et tout, et qui a un charisme de fou, on est là, on le regarde, sans même lui parler, on le respecte déjà. On a envie de l'écouter, mmh, mmh, on a cette sensation que ce mec-là, il a plein de qualités. Et c'est vrai d'ailleurs, les personnes les plus beaux et les plus belles sur Terre, on a tendance, et c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, à lui attribuer d'autres qualités, notamment liées sur du coup le mental. Alors que parfois tu peux être extrêmement beau, mais hyper teubé. mmh, Et pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a des similitudes? Je pense que c'est plutôt sur l'aspect mental en fait, parce que le closing, faut le dire, c'est de la vente vraiment simplifiée de fou. Enfin, je veux dire, quand tu fais pas du cold calling, donc tu n'appelles pas à froid, tu fais pas de la prospection à froid, ce que j'ai fait pendant des années quand j'ai commencé en alternance, ce qui est pire que le cold calling, hein. Vraiment, le cold calling, c'est du pipi de chat à côté de ça, parce que là, on va vraiment voir les gens avec notre petit truc de commercial, on va essayer de les voir, on va essayer de discuter avec eux, et c'est hyper dur. Mais il y a quand même cette similitude de, en fait, il faut que tu prennes de la gueule, il faut que tu prennes de la posture, il faut que tu prennes de l'expérience, il faut que mmh, tu prennes confiance en toi. mmh, Et en fait, vu que tu es tout le temps en contact avec des gens, tu es obligé de faire un travail constamment sur toi. Et je pense que à travers toutes ces, il faut le dire, c'est des mauvaises expériences. Vraiment, j'ai détesté être là-bas. Pour donner une anecdote très simple, j'avais pendant une semaine, je devais faire 4 ou 5 jours de prospection, quasiment toute la semaine en fait de prospection, pour obtenir des rendez-vous, des premières commandes et tout. Au bout de 4 jours, il était midi, j'ai fait le dernier, je crois que c'était un petit restaurant qui n'était pas encore ouvert, que je devais terminer. Je me suis fait rembarrer. Non, c'est bon, mais un truc, mais pas méchant vraiment. Mais vu que je me suis pris genre 60, 80 portes avant, j'étais en mode, j'en ai marre, j'en ai ras le cul. Du coup, je me suis mis sur le bas-côté, j'ai rabaissé mon siège, j'étais allongé, et j'étais là, j'en ai marre. Et puis tu sais, j'ai commencé à pleurer parce que j'en pouvais plus. Je me dis, mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Je suis pas fait pour ça, quoi. J'ai appelé mes parents, machin. Et j'ai quand même continué. Alors, j'ai pas été autant dans la prospection à froid comme ce que j'ai pu faire sur les premiers jours. On a un peu diminué, on a adapté. Mais ce qui m'a permis de forger une putain de mentalité, parce que quand tu te prends des baffes comme ça en direct par des mecs qui ont 40 piges, face à un petit gamin de 18 ans qui a aucun charisme, mmh. ça fait bizarre. Ouais, ouais, c'est une folie, hein. Enfin, c'est vrai que, je me dis d'où tu viens entre guillemets, de la personne, on va dire introvertie dont tu parles. Bah, je pense que ça a dû énormément t'aider. Et après, ça a été quoi ton parcours, par la suite, justement Tino sur la partie vente, tout ça? Parce que tu as vraiment fait beaucoup ça avant le closing, quoi? Mm. Donc j'ai fait en gros 2 ans de ça. Et je m'étais niché sur une cible encore plus difficile, c'était les chambres d'hôtes. Et donc là, en fait, chambre d'hôtes, c'est un peu l'équivalent du B2B, 2C en fait. C'est un B2B, mais en fait, tu rentres chez eux. Tu rentres littéralement chez eux, tu toques et tout. Donc c'est vraiment de la pure prospection froide. Et pourtant, ça se passait très bien. Peut-être parce que ma tête de jeune faisait qu'ils avaient peut-être de l'empathie, donc ça passait beaucoup mieux, mais j'arrivais à avoir des commandes, ça fonctionnait trop bien. Et du coup, j'avais fait mon projet BTS, voilà, j'ai eu mon BTS, super. Et ensuite, j'ai switché sur un métier du coup qui peut se rapprocher du closing finalement. Parce qu'en fait, c'était du coup, je faisais du cold calling et je rappelais du coup tous les leads par téléphone pour vendre des fichiers. Alors en fait, les fichiers, grosso merdo, c'est des fichiers de prospection pour les professionnels. Mmh. Bah tiens, je veux avoir tous les hôtels de France, de Paris, machin. Ah bah voilà, il y a un fichier de 2000 contacts, c'est 80 balles, quoi. Et je prenais je crois 10 ou 15% de com là-dessus. Donc il y a une petite partie de closing, même si c'est très nul et que j'avais très peu de technique. Mais du coup, j'ai fait ça. OK. Et ensuite, après ça, j'ai switché directement sur vendeur auto. En fait, j'hésitais entre devenir agent IMO ou vendeur auto parce que à partir de là, quand j'ai passé 2 ans à faire de la prospection à froid, plus une année de cold calling, j'avais beaucoup plus confiance en moi. En tout cas, je me forçais vraiment à l'être. Mmh. Hein, ça revient un petit peu sur le fait de pense à ce que tu veux devenir avant de devenir ce que tu veux absolument être. Mmh. Donc en gros, c'est dire je veux être telle personne, tu le penses, tu le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à que tu puisses incarner réellement le personnage. C'est un peu l'adage Ouais. de fake it until you make it. Ouais, ouais, bien sûr, mais c'est toujours, regarde, je fais une parenthèse vite fait sur ça parce que c'est intéressant. C'est, le côté où en gros, tout le monde attend d'être prêt. Justement, tu sais, Jonathan parle beaucoup du contenu ou quoi, même du closing. J'ai l'impression Ouais, que beaucoup de gens sacralisent, très rapidement, je sais pas, leur premier appel de vente ou alors, littéralement, ouais, ce 1er contenu que tu vas poster.
Mais en vérité, c'est plus tu vas pouvoir prendre ce premier échec dans un premier temps, que ce soit le premier contenu ou même ton premier appel de vente. Moi, je m'en souviens très très bien de mon premier appel de vente. C'était chaud. Genre vraiment, en fait, j'avais une offre tu sais, de coaching sportif et tout. Ah, c'est chaud. Tu sais, t'as jamais rien fait de tout ça. Et tu sais, je vendais mon programme, je crois, genre 300 euros pour 3 mois, tu vois. 100 euros par mois. Et le mec, il me disait, ouais, je vais y réfléchir et tout. J'avais aucune arme, tu vois. Moi, en comparaison de toi, même si, tu vois, j'ai toujours eu ce côté où il faut faire et après tu verras, tu vois. Et ça, Mmh. c'est ce qui m'a vraiment sauvé par rapport à beaucoup de personnes qui sont trop perfectionnistes. Et bah, honnêtement, ça m'a vraiment aidé de juste me dire, par exemple, même pour le closing, quand je me suis lancé tout ça, vraiment juste après mon offre de coaching sportif, et ben, je me suis dit, bah écoute, let's go, je fais, et après on verra. Et puis je prends des offres de merde, et puis je prends des calls, et puis je publie du contenu, même si c'est pas bien sur du closing, mais au moins je fais dans l'action. Tu vois, et puis un mec qui est dans l'action, un débile qui fait, il aura toujours plus de résultats qu'un intelligent qui réfléchit trop et qui fait pas, tu vois. Ouais, Moi exactement. j'appelle ça un peu le retard maxing, je sais pas si tu vois ce que c'est, non? Ouais, ouais, Tu connais ou carrément. pas? Ouais, carrément. Ouais. Et je trouve ça intéressant et puis c'est assez corrélé à ce que tu me disais sur la partie où, bah, tu as quand même porté tes balls durant ta période de jeune. C'est-à-dire que quand même, quand tu as une identité de mec qui, bah, comme tu me l'as dit, est assez timide, tout ça, tu sais, aller faire du porte-à-porte, du call-call, ce genre de truc. C'était quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a vraiment genre dit: «OK, bah, là, je veux faire vendeur auto et pas par exemple, agent immobilier»? Bah, vendeur auto plus qu'agent, j'avais pas de préférence entre les 2. Parce que en fait, je voyais, agent immobilier, donc tu vends un appartement, une maison, vendeur auto, c'est les voitures et en fait, c'est les 2 plus gros achats d'un foyer et moi, j'avais cette envie d'avoir de l'importance dans la vie des gens à travers cet achat-là. Alors parfois, l'achat d'une voiture a peu d'importance pour les gens, tu vois? C'est plus une voiture pour aller d'un point A à un point B, mais pour moi, j'avais vraiment cette envie, cette sensation-là. J'ai postulé chez des agences immobilières, ça n'a pas trop fonctionné. J'ai postulé chez plusieurs concessions, dont un. Et d'ailleurs, ce qui a très bien fonctionné avec lui, c'est que bah, forcément, moi, j'ai l'habitude de faire de la prospection à froid, ce qui est très puissant en tant que vendeur auto. Bah, quand j'ai déposé mon CV, super, j'ai eu un entretien et je l'ai harcelé. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, tous les 2, 3 jours. Ouais, machin, moi je voulais savoir un petit peu comment ça se passait de votre côté, si vous avez pu voir d'autres entretiens. Et je l'ai Comme quand vraiment tu fais fait. avec les infopreneurs, tu sais. Ouais, mais en fait c'est ce qu'il faut absolument faire, tu vois. Il ne faut pas le faire qu'avec les prospects, il faut le faire avec les infopreneurs, il faut les relancer, il faut les rappeler. En fait, il faut être proactif parce que si tu n'es qu'un vendeur qui fait juste son taf, bah, tu es remplaçable. Il Mmh. y a 1 million de vendeurs qui veulent ta place. Par contre, si tu es un vendeur et qui fait plus que ce qu'on lui demande, là, tu commences à devenir indispensable. Et si tu es bon vendeur et qui fait plus que ce qu'on lui demande, bon, bah là, c'est bon, Mmh. c'est royal. C'est quoi pour toi, justement un bon vendeur? Qu'est-ce qui a fait que justement tu étais bon justement dans le côté commercial? J'étais très mauvais quand j'ai commencé en tant que vendeur auto. J'étais très mauvais. Vraiment, j'étais nul à chier. Genre, j'arrivais pas à vendre de voitures. Je vendais genre une, deux, trois voitures en alternance. C'est bien en vrai de vendre des voitures et je faisais 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais en vrai, c'était nul à chier. Et je sais que j'avais mon chef des ventes qui était adorable. Euh, il m'a pris dans son bureau, il m'a confronté. Euh, Écoute, Tino, il faut que tu te bouges le cul parce que bah, là, en fait, si tu ne te bouges pas le cul, dans 6 mois, ton contrat d'alternance se termine et c'est fini, on ne te prend pas. Parce que j'étais en concurrence avec une autre personne en alternance. Il avait pris 2 alternants et il devait sélectionner entre les deux. Et là, ça m'a mis un coup de pied au cul. C'était en décembre, l'électrochoc. Janvier, j'avais vendu 12 bagnoles. Alors que j'étais que 2 semaines sur place. 12 voitures. Et là, ça a été un déclic. 12 voitures. J'ai été payé en conséquence. J'ai eu des commissions. Je dis putain, c'était bon et si tu bosses bien, tu peux gagner bien ta vie. Et ensuite, ça s'est découlé. Et Tu gagnais combien à cette époque, c'était assez variable, mais je tournais aller en moyenne entre 50 et 60 000 euros par an. OK. En tant qu'alternant? Non, en tant qu'alternant, c'était plutôt 25, 30. OK, parce qu'après tu as été pris du coup? Après, j'ai été pris, ouais. Ouais. Parce que j'imagine, ouais, Ce quand qui est, c'est vrai que quand tu es alternant, tu as pas un esclave, ce quoi. qui est, ce qui est très drôle, c'est que pendant le switch entre mon alternance et mon CDI, j'étais pas au courant, j'ai vraiment pris ça au dernier moment. Mais il faut savoir que le début de cette année, j'avais accidenté ma voiture. J'avais fait 8 tonneaux, la voiture bousillée. J'avais rien eu. Vraiment, j'étais contracté de partout sur Ouais. l'accident, mais j'avais rien eu. Donc j'avais la voiture qui est bousillée. Donc ils m'ont prêté une voiture pendant les 6 mois. Et en fait, à l'arrivée de la fin de mon alternance arrivait. Donc bah, du coup, j'étais en train de chercher des voitures.
et bah, tu profites du réseau, que j'avais avec la concession et puis tu sais, je demandais du coup à mon patron: «Ah bah tiens, j'ai vu ce véhicule-là, machin, ça m'intéresse, je pourrais l'acheter et tout, si tu me fais un prix?» parce que je voyais les prix d'achat et à chaque fois, il repoussait. Moi, ça me faisait chier, putain, je voyais une voiture, elle partait, une autre, elle repartait, j'ai dû voir 3 voitures jusqu'à la dernière fois où il me dit: «Bah, pour la quatrième voiture, non mais écoute Tino, il faut que tu arrêtes de chercher des voitures parce que tu es pris, tu auras plus besoin de voiture». Et là, putain, mais c'est saint graal. Parce que tout le travail que j'ai fait, prospection physique à froid, appel à froid, le fait que je l'ai relancé 4 milliards de fois, le fait que j'ai charbonné comme un chien pour réussir, putain, ça a été la consécration. Et ensuite, après, ça a Tu t'es très senti très vite comment à ce découlé. moment-là? J'étais trop heureux. J'étais trop heureux, c'était un accomplissement. Et j'avais aucune aspiration d'être entrepreneur, d'avoir un business en ligne à l'époque. Je voulais faire un métier qui me faisait kiffer. Le monde auto me faisait énormément kiffer. Mmh. Pouvoir conduire plein de voitures, en découvrir plein, rouler dans des voitures neuves, bien gagner ta vie, rencontrer plein de gens. Il y a un client qui m'a offert dans son avion un tour de tout autour de la baie du Mont-Saint-Michel. J'ai même pu conduire son avion. Mec, c'était trop stylé. Il y a plein d'expériences que tu vis avec du coup des clients et du coup j'ai pu le vivre avec ça. Et donc bah forcément, pour moi le meilleur vendeur, c'est pas celui qui vend le plus, c'est pas celui qui fait les plus grosses commissions, c'est pas celui qui a le plus de clients, c'est celui qui est en capacité de se remettre en question et qui n'a pas d'ego et qui est là pour évoluer. Mmh. Il faut partir du principe qu'on a tous un potentiel qui est quasiment infini si on se remet toujours en question, qu'on n'a pas d'ego et qu'on veut toujours aller chercher plus loin. Ouais. Selon toi, c'est quoi la différence entre, du coup, la vente comme tu as pu la faire en vente auto et le closing que tu fais actuellement? Je pense que en soi, il n'y a pas trop de différence parce que ce que j'ai appris dans le closing, j'aurais pu l'intégrer en tant que vendeur auto et je le vois à plein de fois, je me dis putain, mais j'aurais peut-être pu beaucoup mieux vendre. Certains aspects sur le côté émotionnel, sur le fait d'apporter de l'énergie. Ah bah si, le point commun, vraiment, le point commun, c'est l'énergie. L'énergie, la posture, le côté théâtral de la vente. Mmh. En fait, c'est important parce que la vente, c'est pas juste bah, tu vends un truc et la personne achète en face. Non, il y a tout un scénario, il y a tout un truc, il y a une expérience en fait. Parce que ça soit dans un magasin ou que ce soit un appel de closing, il faut que la personne elle passe un beau moment. Ouais. Dans n'importe quel magasin d'ailleurs, que vous allez dans un Ikea, chez un Fleury, chez un Carrefour, il faut que vous passiez un beau moment. Et il y a plein de trucs comme ça. Et si vous êtes la principale personne qui va rendre ce moment unique, bah, il faut que vous le rendiez théâtral. Exemple tout bête, j'avais par exemple des clients en face de moi qui voulaient du coup une autre réduction alors qu'on était en train de négocier le prix d'une voiture d'occasion par exemple. Ils me disaient: «Ah bah monsieur Rochet, est-ce que vous ne pourrez pas faire une autre remise s'il vous plaît et après on part sur la voiture?» Et du coup je disais: «Bah écoutez monsieur Dupont, là j'en peux plus, je suis à bout. Regardez, je me levais de la chaise, je disais: regardez, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Vous m'avez dépouillé monsieur Dupont. Là je suis au maximum. Donc qu'est-ce qu'on fait?» Et juste le fait de théâtraliser un petit peu la forme, c'est en mode ah, elle est quand même sympa. Quand même. Bon, allez, on y va. Moi, j'ai passé un bon moment, on y va. Et le fait Mmh. de faire passer un moment aux gens, c'est hyper puissant. Et le fait que faut qu'ils aient la sensation aussi de mériter le fait d'acheter cette voiture-là. Ouais, OK. Comme un prospect, par exemple, que tu challenges jusque en fait, tu lui vends quelque chose, mais c'est lui qui doit mériter, en fait, le fait de pouvoir, rentrer dans cet accompagnement, par exemple. Ouais. Quand tu le challenges, par exemple, en lui disant, OK, et justement, toi, de ton côté, est-ce que tu es prêt à mettre en place des choses, justement, en vraiment bah, même s'il est venu ici avec, l'objectif de vouloir passer à l'action, et ben il faut, on va dire, scénariser un peu tout l'appel de vente pour, lui faire comprendre qu'on est sur une phase de sélection et qu'il doit mériter sa place pour payer quelque chose. Alors qu'au final, en réalité, si vraiment on se le disait, le prospect, il arriverait cash en disant, «Bah oui, j'ai 3 000 € à investir», et on lui présente l'offre, ça serait plus rapide. Mais on est obligé de faire tout ça parce que enfin, foncièrement, la personne ne peut pas payer, et je m'en suis rendu compte, c'est là où il y a des moments, tu sais, même où Tino, il me fait des reviews de call ou quoi. Quand tu as des appels de vente et que le prospect, il te presse, quand je dis il te presse, c'est que ça va être sur des calls en Mhm. B2B, tu vois? Où le prospect, il te fait, «OK, d'accord, là, tu me poses pas mal de questions, mais concrètement, moi, je suis venu pour voir, par exemple, ce que tu as à me proposer. Donc, là, tu me poses pas mal de questions, c'est OK, mais moi, j'aimerais bien voir ce que tu as à me proposer, du coup, parce que là, tu en sais plein sur moi, mais moi, je sais pas ce que vous faites». Et là, c'est un truc vraiment, tu sais, de, bah, que tu disais, de posture et de maîtrise intérieure.
par exemple, moi, quand un chef d'entreprise qui faisait plusieurs centaines de milliers d'euros, que ce soit par mois ou quoi, me disait un truc comme ça au tout début, mais laisse tomber. Genre, j'étais en mode, mais tu sais, je me disais: «OK, d'accord, bah, je vais vous expliquer, attendez, bougez pas, mais juste faut voilà», tu vois? Et j'étais comme ça. Et en fait, le problème, c'est que tu crois qu'en allant dans son sens, bah, en fait, ça va bien se passer, mais en fait, tu perds toute posture et ce mec-là, il va te juger et il va pas pouvoir te donner son argent parce qu'il a perdu tout respect, bah, ouais, tout le leadership que tu avais construit durant le début de l'appel, tu vois? Ouais, et puis il y a aussi, cet aspect heu, de perte de confiance parce que en fait, le fait qu'un prospect ou que n'importe quelle, autre personne, que ce soit dans le B2C ou B2B, achète quelque chose, c'est qu'il a aussi confiance en toi, Mmh. en disant: «Lui, il m'a pas entourloupé». Si on va toujours dans le sens des gens, c'est qu'on est putain d'hypocrite. Ouais, de Il y fou. a toujours des choses. Par exemple, il y a des moments avec Camille, moi je suis pas d'accord avec lui, je vais lui dire. Il y a des moments où je suis d'accord avec lui, je vais lui dire. Mais je vais jamais, même si je suis pas d'accord, lui brosser dans le sens du poil. Oui, peut-être Camille, tu as peut-être raison de machin. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, même si ta vision peut être louable, je suis pas d'accord parce que je pense ainsi, nanani, nanana. Et c'est exactement la même chose avec vos prospects. Si un prospect vous dit, que ce soit dans n'importe quelle niche, hein, que ce soit niche fitness, make money ou quoi que ce soit, vous balance une croyance limitante qui est complètement fausse, arrêtez avec vos oui, je comprends, vos frameworks, etc. Non, soyez honnête. Et évidemment, c'est pour ça que la posture elle est importante. Si vous commencez à bégayer, oui, alors en fait, je suis pas vraiment d'accord parce que la génétique, ça fait pas tout. C'est mort. Par contre, si le mec s'est dit, ouais, mais c'est peut-être la génétique du fait que je sois gros, je lui dis, bah non, je suis pas d'accord. La génétique fait une partie du travail, mais elle fait pas 100% du travail. Il y a une partie, c'est génétique, il y a une partie, c'est toi. Mmh. Et honnêtement, si aujourd'hui, tu es gros, C'est c'est en tellement partie à cause de la génétique, mais c'est aussi en partie à cause de toi. et en grande partie aussi. Bon, C'est une tu peux très pas grosse ouais, majorité, ouais, évidemment. ouais, tu sais, il y a tu sais, l'excuse des Surtout gros. les gros. Ouais, les gros qui te disent: «Putain, tu dois en voir beaucoup avec Nassim et tout», genre, tu J'en sais. vois beaucoup et c'est déplorable parce que c'est des gens, ils souffrent Mmh. intérieurement et ils passent pas à l'action parce que ils ont toujours fait comme ça et ils sont complètement bloqués. Ah, c'est compliqué. Mais ouais, ils sont dans des schémas de pensée qui les bloquent, tu vois? Sans parler de patterns ou de choses comme ça. Mais tu sais, tu parlais des frameworks, de ce genre de choses. C'est vrai que je trouve qu'on complexifie énormément les choses, Mmh. sur toute cette partie-là. Ouais. Dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup moi, bah, ça a été un petit débat avec, Jonathan sur cette partie-là, mais tu sais, on est en mode, «Ah ouais, Jonathan, il déteste un petit peu tous les trucs un peu mass market qu'on peut avoir». Quand je dis ça, je parle Mmh. de, par exemple, les reframing, les techniques comme ça, parce qu'en fait, il trouve que ça casse la connexion avec le prospect et qu'on Ouais. n'est pas vraiment humain. Attends, ne bouge pas, je vais regarder si ça tourne toujours, s'il n'y a pas eu un petit truc. Tu imagines, on en a parlé pendant longtemps, ça Non, c'est tournait. carré, c'est carré. C'est carré? Ouais, c'est carré. C'est combien de temps qu'on tourne? 28 minutes. Oh, ça va. Mec, ça fait super, Bonjour! ça va ou quoi? Ça Typ va, beau gosse? quoi? Comment? Ouais? Ouais, Ouais. il est à l'intérieur. Il est sûrement en train de faire des coachings, sûrement sur la terrasse derrière. Tu peux te garer, tu sais, tu continues, tu vas voir, tu auras un petit endroit parking. Hein? Non, parce que tu as gêné la chef. Gare-toi, t'as un trou, tu vas pouvoir te garer derrière. Ouais, il y a marqué parking. Avec un P, tu vas voir. Vas-y. Entre deux bâtiments. En fait, j'étais gêné par le mec, mais en gros. Pour vous dire, en fait, simplement, bon, on a été gêné par une personne qui passait, mais tranquille, c'est le monteur de Jonathan, c'est ça? Ouais, c'est Pierre. Et pour vous dire, en gros, c'est quoi? C'est que bah, moi, de base, je suis un mec, je recherche toujours la méthode, la technique parfaite parce que j'ai envie d'être perfectionniste et en gros, J'étais comme toi avant. d'avoir le truc qui fonctionne parfaitement et de Mm. regarder un peu partout. Tu vas regarder des méthodes des US, tu vas regarder pas mal de choses. Alors, oui, en fait, pour moi, c'est un peu comme tout. C'est que, tu vois, bah, Lucas, il me faisait l'analogie avec la muscu. Qu'est-ce qui fait que, en fait, la muscu, en réalité, c'est quand tu commences, tout fonctionne. Enfin, même, en fait, en soi, il y a tout qui fonctionne, mais il y a des choses qui vont fonctionner mieux que d'autres. Mais ce qui va vraiment fonctionner, c'est que tu maîtrises vraiment bah, une méthode de musculation, que tu fasses quelque chose pendant assez longtemps et que tu le maîtrises parfaitement. Quand ton développé couché, bah, tu vas le faire peut-être 100, 200 fois, et bah, c'est à partir de là que tu passeras les 100 kilos. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de maîtrise, de maîtrise. Et en fait, au-delà de ça, tu n'as pas besoin de méthode, on va dire, sortie de je ne sais où, tu vois, pour être bon. Et en fait, il faut juste être humain comme Jonathan le dit, tu vois. En fait, c'est surtout une question de pyramide.
où en fait, un peu comme la pyramide de Maslow, il y a des choses plus importantes et dès qu'on valide pas ça, on peut pas passer à la strate supérieure. C'est exactement la même chose dans tous les aspects de notre vie, que ce soit relationnel, amical, business et ou également dans le closing, on peut avoir cette pyramide où la base de la pyramide, c'est les fondations. Les fondations, c'est quoi? Ça va être la posture, la connexion et le côté humain avec la personne. Si on n'a pas ça, vous pourriez avoir les meilleures techniques du monde, C'est ça en fait, vous ouais, allez ouais. passer pour un putain de clampin. Ouais, c'est clair. Et en fait, pour moi et pour Jonathan aussi, le plus important, c'est de bosser ça. Vous maîtrisez cette partie-là, avoir de la posture, savoir bien connecter, échanger avec la personne et être un putain d'humain parce que vous avez un humain en face de vous. Et ensuite, là, vous allez pouvoir travailler certains aspects Ouais. techniques. Par exemple, éviter de dire certains mots. Par exemple, le mot pourquoi, il est accusateur. Pourquoi, Camille, t'as mis des super sandalettes? Qu'est-ce qui fait que t'as mis ces super sandalettes? Quand même différent, quand même. Mmh. Ouais, ouais, j'avais du mal moi avec les questions, tu sais, ouvertes. Tu sais, au début quand tu commences le closing, je sais pas si toi tu as eu ça aussi. Après tu as peut-être ce passé de commercial donc peut-être tu as eu cette formation? C'était assez. Ouais, je En sais pas fait, toi. moi, ce que j'avais et l'avantage que j'avais et que j'avais perdu d'ailleurs parce que j'ai eu 2 ans d'entrepreneuriat avant de faire du closing, c'était le côté un peu théâtral, souris et l'aspect sympathie. Vraiment d'être en connexion avec la personne pour que bah, elle puisse kiffer l'appel. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Ensuite, sur la partie questions ouvertes, disons que moi, j'étais un peu paumé dans mes questions. J'essayais de trouver, mais j'avais pas de méthode claire. Jusqu'à que bah, je rejoigne Jonathan et j'avais en fait une espèce de méthode qui était beaucoup plus claire, mais pas précise, pas avec des questions précises, mais en fait avec ce que j'appelle des questions pivots. Donc la première question pivot, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as réservé cet appel? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel avec nous? Des Ça, c'est une questions question pivot. larges. Ouais, question pivot. Et ensuite, après, on creuse. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Nanani, nanana, on Mmh. creuse, on creuse, on creuse. Question pivot. Ok, et depuis combien de temps tu subis cette situation-là? Ah, Mmh. bah depuis tant de temps. Ok, super. Et qu'est-ce qui fait que tu es resté ici? Machin. Et en fait, Mmh. il faut juste avoir ce principe de, il y a des blocs avec des questions pivots et ensuite après on continue de creuser. Et avant Jonathan, je ne l'avais pas, hein. J'étais Mmh. vraiment un peu comme toi. Je posais beaucoup de questions fermées parce que je n'arrivais pas à les rendre ouvertes parce que je Mmh. voulais absolument diriger. C'est Sauf quoi qu'on ne c'est dirige quoi pas pour quoi. toi, après chacun a la sienne, hein, mais la trame que tu suis en général sur tes appels? J'ai pas de trame. Parce qu'en fait, je vais avoir des appels où bah, en fait, on va démarrer par de la douleur et on va rester sur de la douleur. Douleur, 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 parce que la personne a envie de se livrer, elle est plutôt expressive et on va rester sur de la douleur. Et ensuite, après, on va suivre sur la situation désirée, ensuite sur le décisionnaire, sur la partie financière, sur le fait de à quel moment elle veut se lancer, bref, sur tous ces aspects-là. Euh, Quand c'est des profils un peu plus différents, notamment les prudents ou les analytiques, bah parfois aller récupérer de la douleur, ou des dominants d'ailleurs, ceux qui ont beaucoup d'ego, aller chercher de la douleur, c'est plus difficile. Parfois, on continue de poser des questions, mais on n'y arrive pas. Donc on challenge. Si on n'arrive pas malgré le challenge, bah, on va plutôt chercher la situation désirée. Donc on va commencer par la situation désirée. Il faut savoir que la situation désirée, c'est l'opposé même de la douleur. S'il désire avoir une Ferrari, C'est qu'il y en a pas c'est aujourd'hui. qu'il n'en a pas aujourd'hui. Mmh. S'il désire, dans le domaine de la séduction, rencontrer et coucher avec 10 filles par mois, c'est qu'il n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui. Mmh. S'il veut avoir le Je l'ai physique de beaucoup ses rêves, utilisé, ça c'est la même j'utilise chose. beaucoup, ouais, ce truc de miroir, enfin, en fait, ce truc de, situation, désirée. En fait, Ouais. par exemple, ou dire: «Pourquoi c'est important pour toi de, par exemple, perdre 10 kilos?» Ça marche tellement bien dans le fitness. Genre la question pour aller chercher les douleurs, quand tu connais l'objectif de la personne, tu dis: «OK, du coup, soit qu'est-ce que ça changerait justement pour toi de perdre, ces 10 kilos?» Et il va dire: «Ah bah, je me sentirais mieux», tout ça. Ou alors tu dis: «Beh, pourquoi c'est important pour toi?» Et là, il va dire: «Bah, pour ma santé, pour me sentir mieux». OK, me sentir mieux, c'est-à-dire? Bah, c'est vrai que quand je passe devant le miroir, je suis pas super confiant et tu vois, tu commences à creuser, Et tu là, on vois? revient sur la Ouais. douleur. Ouais. Alors j'aime beaucoup dire plutôt qu'est-ce qui changerait, mais plutôt qu'est-ce qui t'apporterait. Parce que un changement, ça peut impliquer un changement positif comme négatif. Mais si on va aller chercher sur la situation désirée, qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce Mmh. que ça va dire on apporte quelque chose, ok, bah ça va m'apporter du coup de la bonne humeur, du bonheur, de ceci, de cela. Et là, on va rester plutôt sur un langage spécifique d'une situation positive. Mais là, en fait, on revient sur si on a les fondations, c'est bien. Et là, on va partir sur la Mmh. partie Parce que technique des mots. qu'est-ce que ça changerait? Ce serait vraiment une question pour aller chercher de la douleur négative, quoi. C'est pas Non, c'est trop. En fait, c'est qu'est-ce que ça changerait? Ça implique les deux.
ça implique du Ouais. positif ou du négatif. Si on veut aller chercher du positif, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Mmh. Par exemple, les gens qui disent: «Ah bah, je vais avoir plus de temps dans ma vie et avoir plus d'argent». OK, trop bien. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir plus de temps et plus d'argent aujourd'hui? «Ah bah, ça va me permettre de faire ci, de faire ça, nanani». Ah OK, OK, pertinent. Mmh. Mais on revient en fait vraiment sur l'aspect technique des mots également, sur Mmh. certains aspects. J'ai une question qui a un peu rien à voir. Tu sais, Jonathan, on a parlé, on a eu l'intervention de Terry. On parle beaucoup de, c'est dur de trouver un bon closer sur le marché aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi, un mec, un bon sales, un bon closer? Bah, ça revient un peu sur la définition que j'avais donnée du bon vendeur. C'est un mec qui est coachable, qui sait se remettre en question et qui applique, qui se pose pas de questions. Parce que moi, quand j'ai commencé le closing, j'étais nul, hein. Et pourtant, j'ai un bagage de vendeur, mais je ne l'ai pas du tout intégré dans le closing, donc j'étais nul à chier. Comment j'ai appris à devenir bon? Bah, en fait, j'avais un HOS qui était un plutôt très bon closer d'ailleurs, très mauvais coach, mais très bon closer. Bah, en fait, j'ai pu justement appliquer, apprendre par moi-même, appliquer. C'est comme ça qui a permis d'atteindre un niveau moyen presque tout seul parce que quelqu'un m'avait fait confiance au début. Mmh. Et ensuite, problématique qui m'a empêché de progresser, l'ego. J'avais un giga boulard à ce moment-là parce que je dis, bah, je me suis fait tout seul. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin? Bah, justement, le fait d'y penser. Le fait de penser que qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin tout seul? Mmh. Bah, c'est l'ego. Tu penses que par exemple, alors, je trouve que c'est bien le truc disque, mais en fait, enfin, c'est pour vraiment, c'est de la grosse on va dire majorité pour dire, parce que chaque personne va avoir un profil qui va être différent, ce genre de choses. Toi, tu te considérais comme quelqu'un de plutôt dominant? J'ai l'impression Ouais. que en général, les gens dominants, c'est des gens qui sont peut-être des fois bloqués aussi par leur ego sur, tu sais, les parties de décision, ils pensent qu'ils peuvent le faire tout seuls, ce genre de choses. Je sais pas ce que tu en penses? Il y a une partie de ça. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect de contrôle, de vouloir contrôler beaucoup de Mmh. choses en fait. Beaucoup en B2B, les profils que tu, vois le plus, c'est des gens analytiques et dominants, tu vois? Ouais, bah, c'est la majorité. Pourquoi? Parce qu'il faut être un très bon analytique et un très bon dominant pour réussir dans le monde entrepreneurial. Mmh. Si on n'est pas dominant, bon, on se fait dominer, donc on se fait bouffer, donc on perd. Mmh. Parce que là, honnêtement, juste en essayant d'y réfléchir, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui ont tous un point commun qui est le côté dominant et analytique. Elon Musk, Bill Gates, un Warren Buffett sur les finances, euh, Steve Jobs, tout le monde était dominant dans leur métier, ça se voit quand on lit leur biographie, et très analytique. Ce qui a fait que bah, ils étaient très très bons. C'est un point Mmh. commun en fait. Ouais, c'est intéressant. Et aujourd'hui, tu en penses quoi un petit peu du marché du closing, de comment ça se déroule par rapport, tu sais, maintenant on voit que, tu vois, les challenges sont en train de diminuer, tu vois que bah, tout le monde essaie d'être sur des offres stables. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça, des accompagnements qu'on peut voir sur le marché, de toutes ces C'est de la choses-là? merde. C'est nul à chier. Ok. C'est C'est nul à quoi tes chier. retours justement que tu peux avoir? Je sais pas si toi tu connais des gens qui sont dans ces accompagnements-là, ou même tu vois des gens, des retours de personnes qui ont affaire, on va dire, à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, à travers l'accompagnement de Jonathan, je connais plein d'anciens élèves plein, euh, de plein d'accompagnements qui sont nuls à chier, qui sont pourris quand on récupère des élèves avec un niveau plus ou moins catastrophique Moi, et qu'en j'étais fait, catastrophique ou pas? ça va. En fait, tu avais quand même une bonne base, mais il manquait plein de choses. Et encore une fois, il manquait les fondations, la posture. Mmh. Pourtant, tu as une belle gueule, hein, mais ça fait pas tout. Il manquait cruellement de posture. Et encore une fois, en fait, si tu as la posture, bah, en fait, le reste suit quasiment naturellement. Parce Mmh. que tu pourras dire quasiment ce que tu veux, les gens vont t'écouter, ils vont te suivre parce que tu as la Mmh. posture, donc les gens te font confiance. Mais pour revenir sur la question, non, le marché il est catastrophique parce que plein de gens parlent de faire du closing, le nouveau métier digital, machin et tout, mais ils ne se rendent pas compte que, en fait, le closer, C'est dur, hein. c'est pas un métier, c'est pas closer, c'est un métier de commercial. Mmh. Et un métier de commercial, ça implique des relances, ça implique de la discipline, ça implique une certaine résilience, parce qu'il y a des moments où vous allez vous casser les dents face à des prospects qui vont vous envoyer chier, parce que soit vous êtes nul, soit c'est des prospects chiants. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas facile. Et quand je vois des pseudo-closers qui disent
Oui, t'es infirmière, je vais te montrer le nouveau métier digital pour Mmh. devenir closeuse. À partir de ton Mais, téléphone. mais, Ça mais c même, ça c'est même à pour partir de, pas forcément à partir du téléphone, mais à partir du PC, pour moi, c'est une aberration. non, mais en fait, moi ce que je trouve, ouais, les plus gros scams, c'est par exemple te f dire, tu sais, c'est les pubs genre, tu sais, ads, pour des B2C où tu dis, «Oui, découvrez ce nouveau métier digital sur lequel vous pouvez générer entre 3 et 15 000 € par mois juste avec votre téléphone. Pas besoin de produits», tu sais, des trucs comme ça, tu sais, c'est genre tu sais, tu vois là, c'est un peu dans ce que dont je parle, tu vois un peu un truc comme ça, pas besoin de Ouais, produits, ça fait vraiment pas scammer, besoin quoi. de je sais pas quoi, enfin d'expertise, enfin juste une compétence et votre téléphone. Ouais, Bruh. pas besoin d'expérience et tout. Non, c'est nul à chier. Et Alors pour que revenir c'est sur, dur en vrai, hein. pour revenir sur ce que je disais, il y a des infirmières qui peuvent faire ce métier-là parce qu'elles ont beaucoup d'empathie et dans la compréhension, elles peuvent le faire. Donc, pas le vendre à tout le monde. Enfin, c'est, c'est un métier de commercial. Tout le monde n'est pas fait pour être commercial, tout le monde n'est pas fait pour être infirmier, tout le monde n'est pas fait pour être caissier, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, il faut arrêter de le vendre et de faire du mass market avec ça. Mmh, mmh. Ouais, c'est dur dans le sens où ouais, il y a pas mal de choses, tu vois? Enfin, je trouve que par contre, le closing, c'est un truc de fou. Et toi, je veux savoir après peut-être la suite des projets que tu as, dans le sens où, tu vois, c'est la compétence pour moi. Le meilleur truc, si je devais tout relancer depuis le début, je referais exactement la même chose en termes de compétences peut-être. Parce que là, tu vois, tu maîtrises une compétence, enfin là, on peut dire que tu la maîtrises, tu vois, qui va te servir, bah, ne serait-ce que toute ta vie, mais toi, tu le sais depuis longtemps, tu l'utilises, mais maintenant, tu auras peut-être d'autant plus conscience. Mais quand tu regardes, quand tu vas lancer un business, une offre, tu vas connaître les process d'un business qui fonctionne de l'intérieur, tout le process de vente, que ce soit setting, closing, tu auras vu énormément d'écosystèmes. Bah, le seul truc que tu auras à gérer, ce sera peut-être la partie expertise et création de contenu, acquisition, tu vois. Et encore, tu vois? Et encore parce que le truc qui est bien aussi quand tu es dans le closer, c'est que si tu closes pour des accompagnements qui proposent de l'acquisition, ce genre de choses, et ben, en fait, tu vois exactement, tu as peut-être accès à leur school, tu as accès à plein de choses, tu vois? Et du Mm. coup, tu vas pouvoir te former gratuitement, avoir la formation ou ce genre de choses, gratuitement par rapport à tout ça, tu vois? Je connaissais un Donc closer qui faisait ça. Il rentrait dans plein d'accompagnements, il switchait d'offres juste pour récupérer des formations gratuites. Il gagnait sa vie grâce à ça. Il obtenait des formations gratuites comme ça, des ouais, accès et tout. c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah, honnêtement, c'est pour moi la meilleure et la meilleure chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vois, c'est quoi, toi, les objectifs que tu te fixes justement de ton côté par rapport bah, au closing ou peut-être est-ce que. Ah ouais, c'est quoi les objectifs peut-être en termes de commission, peut-être avoir ton offre, je sais pas. C'est quoi un peu la vision? Bah, déjà, je suis quand même assez fier de là où j'en suis pour l'instant, alors même si je veux aller plus loin. Mais j'ai envie de pousser beaucoup plus loin Stratum, parce qu'il y a un réel potentiel et je me dis que en y apportant ma patte dedans, je pense que ça peut aller vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Continuer à faire du closing parce que j'aime beaucoup ça et j'ai envie de continuer d'être performant et pas d'être un putain de coach en closing qui ne close plus que pour soit son offre ou qui ne close plus du tout. C'est pas du tout pertinent. C'est comme si vous engagez un coach en musculation qui a arrêté de faire de la musculation depuis 15 ans. Sauf si ce Ouais, coach-là, il a 70 piges et encore, continue toujours la musculation, bah c'est oui, nul à c'est chier, quoi. normal, mais oui. Mais en fait, c'est chelou, tu vois, t'as plein de Il y en a coachs plein. sur le marché, bah tu sais, bref, on va pas citer de blaze. Ouais, Mais on les connaît. en gros, tu sais, des coachs, des mecs qui ont fait un challenge, deux, trois challenges et tout. Et en fait, ils ont fait une fois un bon challenge et ils se disent top performer et maîtrisent du closing. Mais qui maîtrisent le closing ou la vente au global. Alors que, je sais pas, moi, je pourrais pas. Enfin, je sais pas toi, Tino, mais tu sais, genre, je suis hyper. Même si je faisais top 1 sur un challenge, je me dirais pas que je suis un top performer. C'est pas possible. En fait, surtout que on parle de challenge. Alors maintenant, c'est plus trop le cas, mais il y a une Ouais, c'est de la certaine merde époque, maintenant. le Ouais. challenge, Ouais, Jonathan, il nous le disait, enfin. c'était facile. Putain, je connais des gens, ils faisaient des challenges, ils étaient nuls à chier, ils faisaient 6 cas de commission en une semaine. C'est peut-être pour ça que le closing, c'est pareil pour un truc facile. Bah, en fait, à l'époque, oui, parce que les gens étaient euh, pas du tout éveillés. On pouvait juste faire une simple publicité, les ramener vers une VSL, faire un call et les closer facilement parce qu'ils n'étaient pas du tout éduqués. Maintenant, les gens sont beaucoup plus éduqués, donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, il y aura un marché qui va se renouveler. Il y aura de moins en moins de closers parce que la majorité vont plus faire d'argent et ils vont arrêter. J'en connais un qui a malheureusement, il manquait certainement de compétences parce que peut-être parce que beaucoup d'ego, mais il manquait certainement de compétences, ce qui a fait que bah il a dû arrêter le closing pendant un moment pour retrouver un taf. Alors que ça faisait 3 ans qu'il était dedans, hein. Donc il a Hmm. connu l'âge d'or du closing. Juste parce que le marché va réguler Qu'est-ce ceux qui qui fait sont que selon vraiment toi, ouais, bons, ouais, ceux qui sont qu'est-ce qui mauvais. fait que selon toi, enfin, tu m'as posé la question d'un bon closer. Maintenant, comme t'es coach, tu vois vraiment les erreurs et tout.
C'est quoi les trucs, par exemple, que tu pourrais dire à un mec qui te regarde, tu vois, parce que bah, Tino, je le dis, tu vois, il est vraiment bon dans le sens où je vois ses appels, il va chercher les bonnes choses. Bah, déjà, il génère quand même relativement enfin, des bons salaires pour un closer. Il fait bien ses 5K par mois. Donc, qu'est-ce qui fait selon toi qu'un closer est mauvais? Et bah ouais, ce closer qui va être en déclin du coup dans les futures années, c'est quoi un petit peu son profil? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi Bah, le. ça revient au point commun que j'avais donné, c'était avoir de l'ego. Se dire qu'on est le meilleur, se dire que c'est la faute des autres, c'est la faute du marketing, c'est la C'était faute comme des ça un leads. peu avant toi? Ouais, j'étais comme ça, hein. C'est pour ça que j'ai longtemps stagné, hein. Ouais. Parce que le niveau que j'avais atteint avant de rejoindre Stratum, je l'avais déjà atteint depuis 4-5 mois en fait. Mais je m'en rendais pas compte parce que je rejetais toujours la faute sur les autres quasiment. Je ne me remettais pas trop en question. Ce qui a fait que bah, du coup, j'ai beaucoup stagné. Donc il y a cette partie, cette grosse partie l'ego. Vraiment, l'ego fait vraiment beaucoup de choses parce que dès qu'on le met de côté et qu'on commence à apprendre de nouvelles choses et à être coachable, ça va beaucoup plus vite. Hmm. Donc je pense que c'est l'ego. Alors j'ai associé deux mots, mais ça va être le manque de rigueur et de discipline. Parce que si on n'est pas rigoureux, si on n'est pas discipliné, bah en fait on fait pas nos relances, on fait pas ceci, on oublie ça, on prépare pas l'entretien, on s'en bat un peu les couilles, on se fait pas bien, on n'a pas un beau décor. Et donc bah forcément ça se ressent, ça se voit. Hmm, Donc hmm. comment on peut demander à des prospects de se challenger si nous-mêmes dans notre vie on se challenge pas? Ouais, de malade, de malade. Et ça, c'est un truc, tu vois, je vais dire un sujet qui a rien à voir. C'est intéressant. Tu sais, on parlait, en plus, on avait parlé ensemble, tu sais, de la drague de rue, on en avait parlé en call. Ouais. Mais tu sais que c'est un truc, tu vois, il y a pas mal de choses que j'ai pu faire bah, par le passé, tu sais, des trucs assez inconfortables. Là, d'ailleurs, tu vois, je prépare un 100 kills, un 100 km et tout. Donc, au niveau C'est beau ça. sportif, ouais, au niveau sportif, je me suis mis pas mal de défis, voilà, que ce soit physique, mental, tout ça. Et bah, avec l'armée, avec les stages co. Et là, Mm. il y a le défi entrepreneurial. Mais tu sais, tu as ce côté aussi, le truc le plus dur pour un homme aujourd'hui, je pense. C'est bête, hein. T'as beau faire des 100 kills, t'imposer de la douleur, aller parler à une femme dans la rue, que tu connais pas en mode à froid, tu vois, sans avoir vu de signer ou quoi. Je pense que c'est une des choses qui peut faire de toi quelqu'un avec une meilleure posture, une meilleure confiance, une meilleure éloquence, des meilleures compétences sociales et par biais de réciprocité, un meilleur vendeur. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile. Qu'est-ce que toi t'en penses justement de ce côté un peu peut-être drague de rue, tout ça, pour être un meilleur vendeur? Bah parce que c'est simple, aujourd'hui le closing, bah ça va se rapporter dans la vie de tous les jours. Parce que le closing, le but du closing, c'est de s'intéresser à la personne en Hmm. face, donc de lui poser des questions, d'être humain et de créer une connexion. Ça marche aussi bien dans la drague de rue, dans un date avec une nana, mais aussi bien avec, avec votre famille, vos amis, pour vos collègues, etc. Ça va vous aider à créer des connexions beaucoup plus profondes et à vous ouvrir plein d'opportunités, aussi bien sur le plan sentimental, amical, comme professionnel. Hmm. Et effectivement, je vais rebondir sur le truc que tu disais que oui, effectivement, c'est la chose la plus dure, mais je pense que le fait que ce soit c'est peut-être l'une des choses les plus dures pour une seule et bonne raison. Que par exemple, si un gros va à la salle de sport, au pire des cas, il sera essoufflé, il sera très fatigué, c'est tout. Un mec qui va aller voir une nana dans la rue, au pire des cas, ce qu'il va avoir, bah, c'est honte, honte de lui. Hmm. Et on en discutait il y a quelques semaines lors d'un coaching de groupe. Le sentiment de honte, Hmm. c'est l'un des sentiments les plus douloureux qu'on peut avoir en tant qu'homme, même en tant que femme, mais surtout en tant qu'homme. Parce que bah, forcément, il y a la fierté masculine, le fait d'être beau, d'être fort et tout. Hmm. Et se dire que bah, on a perdu nos moyens face à une Ouais, de nana et qu'on fou. a honte, putain, mais en fait, on perd toutes nos couilles. Et c'est horrible. Mais je pense que c'est pour ça que c'est le plus difficile. Mais ce que je dis à chaque fois, quand il y a un choix à faire, faites le choix toujours le plus Ouais. difficile parce que ça vous sera le plus douloureux sur l'instant, mais vous serez tellement heureux de l'avoir fait quelques Hmm. semaines, quelques mois, quelques années plus tard parce que vous aurez tellement plus évolué. Et tu sais, c'est un peu, moi, le truc de, tu sais, comment tu peux t'aider. Moi, ce qui tournait dans ma tête, c'est de me dire comment tu peux demander à tes prospects, tu sais, prendre des décisions compliquées si toi-même, tu es pas capable de te maîtriser de manière interne et d'aller juste parler à une fille qui fait 60 kilos ou quoi, tu vois, et d'avoir peur du rejet, tu vois. Et ça, on en avait parlé ensemble. Et du coup, tu sais, je t'avais dit quand j'en avais abordé une et tout. Mais même moi, et puis, tu sais, c'est sans faire le tchad ou quoi, ça m'arrive des fois bah, de choke. Je suis là dans la rue, je vois une belle fille passer. Et tu t'hésites, t'es tout seul. Et tu sais, quand t'es entre groupes et t'as pas cet effet de groupe, bah en fait, quand t'es avec tes potes, c'est plus facile. Mais tu sais, quand t'es tout seul, tu sais, t'es un peu face à toi-même. Et bah, littéralement, c'est plus facile, entre guillemets, d'abandonner, si je puis dire, tu vois. Et ce qui me fait mal, c'est que je me Ouais. dis que, tu sais, l'identité, c'est
bah, une somme d'actions répétées, tu vois? Tu vois, les décisions répétées, ça crée ton identité et je me dis, tu tu crées l'identité à chaque fois que tu refuses de faire ce genre de choses, aborder une fille, je sais pas, avoir, la flemme de, je sais pas, remplir ton CRM, ce genre de choses, bah, ça crée ton identité et est-ce que tu as vraiment envie d'avoir aujourd'hui l'identité, bah, d'un mec, qui fait pas les choses? Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, ça reflète un peu ce côté, de fierté de soi et de fierté des autres parce que, bah, on va être fier de qui nous sommes, on va être fier de cette identité et si, justement on essaye de cacher par des artifices que, on ne fume pas, on a une maison sale, qu'on a, tel ou tel défaut, bah, c'est qu'on n'assume pas notre identité et donc forcément, c'est qu'on n'aime pas l'identité qu'on a. Mmh. Donc on va absolument projeter une nouvelle identité qui est complètement fausse, mais qui est basée sur du rien, et ce qui est hyper mauvais parce que c'est du mensonge, et en fait on croit un espèce de personnage. Et pour revenir en fait sur vraiment cet aspect de fierté aussi, c'est que bah, souvent cette identité et cette fierté, elle se reflète aussi, notamment avec la famille. Un père, une mère veut rendre fier ses enfants. Et comment rendre fier ses enfants? Bah, en ayant la meilleure Mmh. identité possible. Pas celle d'une flemmarde, pas celle C'est clair. de nana qui fume ou Je quoi. sais pas toi si mais moi c'est un de mes pourquoi les plus profonds, tu vois? Et tu sais, on en parlait en coaching de groupe, tu sais, ton pourquoi et tout, tu sais, on en parlait avec Charles, avec tout ça Ouais, fameux et Charles. ouais et moi je me suis questionné, tu sais, parce que tu sais, tu fais les choses de manière un peu robotique, Mm. tu sais, tu fais les choses parce que, bah, tu sais, je dois le faire, tu vois? Mais je me suis posé la question et tu sais, quand je suis dans le dur, dans un ultra ou même quand j'étais à l'armée, je me disais: «Putain, mais tu sais, quel genre de père j'ai envie d'être?» tu vois? Genre, quel genre de père tu as envie d'être, tu sais, quand tu vas raconter des dingueries que tu as fait à tes enfants, tu vois? Enfin, tu as fait des dingueries, tu vois? Genre que tu as porté tes couilles à X, Y moment. Genre, c'est une folie de dire à ton fils un jour, je sais pas, moi, bah, personnellement, tu sais, bah, j'ai fait X l'armée, tu vois? J'ai fait X ça dans l'armée, j'ai fait un 100 kilomètres un jour, heu, enfin des trucs comme ça, tu vois? Et tu dis: «Tu as fait ça à 22-23 ans». Tu sais, il va venir, devant toi, il va faire, «Papa, j'ai eu 20 sur 20». Tu vas lui caler des grosses, «Bah ouais, bah moi, un jour, j'ai couru 100 kilomètres, donc si tu veux, non mais tu sais, tu fais le gros macho comme ça et bref. Ouais, mais après, c'est vraiment cette notion d'identité, de se dire, bah, en fait, on rend fier, bah, du coup, notre famille, nos amis, nos proches, et c'est important. Après, je parle surtout en tant qu'homme, parce que côté femme, j'en sais rien, je pense que c'est légèrement différent, mais surtout en tant qu'homme, d'avoir vraiment cette notion, C'est un d'avoir pourquoi pour toi ça un peu? l'identité. C'est quoi tes pourquoi un peu toi? Mon plus gros pourquoi, non, j'allais dire un truc, mais c'est hyper bateau et hyper nul à chier, mais c'est hyper imagé. Mon pourquoi que j'ai en ce moment, il est hyper imagé, c'est le fait d'avoir en fait, un peu un espèce de domaine comme ça, alors peut-être pas aussi grand, parce que je m'en branle, j'ai pas envie d'avoir aussi grand, pas besoin, mais d'avoir une espèce de vieille longère au milieu de la campagne. Où il y a des lumières qui s'allument la nuit? Ouais, comme au Mastermind, où c'est un petit peu hanté ce lieu, mais non, d'avoir une espèce de longère hyper grand avec un jardin, d'être avec ma petite femme à côté, il fait beau, j'ai mes deux enfants qui gambadent, et d'être là, sur mon transat, et me dire putain, mais Ouais, tu l'as fait un peu. putain, j'ai réussi quoi. Ouais. J'ai bossé, je me suis acharné, je suis en train d'éduquer mes enfants vers la meilleure Mmh. vie possible. J'ai la femme qui m'aime, que je soutiens et qui me soutient. Putain, j'ai pas besoin de plus quoi. Mmh. Juste l'argent qui suffit pour subvenir à nos besoins, nos projets, et ne pas être limité pour les projets de nos enfants futurs. Et c'est tout. Alors évidemment, pour ça, il faut beaucoup d'argent, donc il faut beaucoup bosser, il faut avoir l'identité pour. Mais ouais, je pense que c'est ça mon Mmh. grand pourquoi. C'est quoi toi ton plus grand pourquoi aujourd'hui? Bah, c'est vraiment, comme je t'ai dit, il y a les enfants et il y a le fait, bah, forcément, tu vois, oui, il y a le truc de pas avoir de regrets, Mm, mais ça, c'est simple. Mais tu sais, tu as une image pour le dire, c'est imaginons, tu sais, moi, je suis catholique, tu vois? Et mm. imaginons, tu sais, tu termines ta vie et tu passes devant Dieu. Tu sais, j'avais lu ça dans le livre de David Goggins, je sais pas si tu connais? Ouais, ouais, bien sûr, bah, le Et passage à vide. en gros, j'avais vu que, bah, littéralement, tu vois, il disait mais lui, c'est un mec qui faisait, 125 kilogrammes et il avait, bah, du coup, il était ancien Navy SEAL et il s'était dit, «Putain, mais imagine, je termine ma vie devant Dieu», tu vois? Et au final, c'était quoi les accomplissements que je vais raconter? Genre, dans le livre, je crois, il dit en anglais, genre, un mec de 125 kilogrammes, genre extrêmement gras, tu vois, qui avait rien fait de sa vie et qui subissait de fou. Mm. Et moi, ça m'a vraiment marqué où je me dis: «Mais t'imagines gros, tu toute une vie, toute la succession de choix, tu vas arriver devant ton créateur et tu vas voir, tout ce que tu aurais pu faire». Je sais pas, dans ma tête, je voyais, tu sais, commando marine, je voyais entrepreneur, je voyais plein de choses et je me disais: «Mais tu vas pas passer à côté de ça à cause de ta peur, à cause de pas mal de choses». Donc c'est ça mon pourquoi, c'est, bah, arriver devant Dieu, avoir le maximum d'accomplissement et Mm. inspirer, bah, ma génération, tu vois? Sauf que Dieu, c'est moi. Ah, je rigole. Quel gamin. Non, mais vas-y, en vrai, viens, on va terminer, je pense. Ouais, C'est bien? Compliqué. bah, on n'applique pas.
On se fait plaisir. Ouais, je vois ça. C'est bien, t'as retrouvé un peu ta voix. Ouais, un petit peu. Donc ça veut dire Ça veut rien dire. plein de choses. Ça veut dire quoi? Je récupère ma voix. Ça veut dire que je peux parler plus fort. Et si je peux parler plus fort, Tu peux crier. je peux crier. Et si je Ah. peux crier, Bah, ça veut dire tu peux plus crier après parce que t'auras plus de voix. c'est pas grave. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le 15 aujourd'hui. Et la fin du mastermind, c'est Le bah, le 16. 17. 17. Et non, mauvaise réponse. C'est le 17. Exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15. 24 heures est passé, mais le mindset, ça se travaille. Tous les jours. Exactement. Ah, Camille, t'es content d'être avec moi, Camille? Non, ah, je rigole. Non, si. T'es satisfait? Ouais, de Faites-moi fou. un petit avis client sur cette vidéo là. Bah, Bon, pas on a avec toi parlé, en derrière, vrai, pas hein. avec toi derrière parce que tu fais peur, on va dire. Oui, alors en fait, on va faire un On avis est client pour forcé. Jonathan. Ouais, ouais, Non. Jonathan, il est gentil Ouais. et il est très bon. Ouais. Et Ouais, on a trop progressé. Et puis c'est le meilleur accompagnant du marché. Sera Soma. Ah où? Ah où? Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais en vrai, bon, on en a Non, parlé ouais. on a parlé dans la vidéo. Ouais. Mais de toute façon, on avait prévu de faire un podcast avec chacun. Bon, Chino, c'est déjà fait. Mais avec tout le monde, chacun, Ouais. on va s'asseoir là. T'as vu, ça fait une bonne vue, hein. T'as vu le post là qu'on a fait là? Bang. Bang. Est-ce qui s'occupe du montage là? Bon, ça va être moi, mais je vais le faire. Ok. Bah vas-y, fais le montage maintenant avant de manger. Tu fais une vidéo qui est sortie du coup. Ah ouais, tac tac. Hein. Ça va m'enregistrer pendant combien de temps? On a quasiment une heure. Bon, ouais, on dit quand même. Bon, il y a le grand fou qui est venu nous voir. Ah, Moi, mais il attends, nous mais a j'ai pas plus- entendu. mon micro, Ouais, il mais est je plus pense, connecté. au pire, vas-y, je pense que on nous entend quand même si. Je pense que le micro, il a plus de. Le micro Tino, il a plus de batterie. Il a plus de batterie ou pas? Non, il n'y a plus de batterie. Bah, il y a Jonathan qui est venu nous voir. On va devoir, je pense, stopper. On va passer à des activités. Bon, j'avoue que ça me fait peur quand il dit ça, tu vois. J'aime pas trop sa tête de fou. Vous avez vu comment il nous agresse un petit peu. Donc, voilà. Ouais, si vous voulez, on va vous mettre l'adresse de Morianval. Comme ça, on va la poster. Vous pourrez appeler la police pour qu'elle vienne absolument. Et puis, on mettra. Et voilà, il Donc, nous agresse. Ça, c'est le mec un peu bourré de Voilà. la villa. Bon quoi. les gars, j'espère que vous avez pris un maximum de value. On a essayé de tourner ça avec Tino. De toute façon, on va faire plein de petits réels, je pense, de cet échange. Et puis, let's go. En tout cas, merci beaucoup Tino pour ça. Merci. C'était quoi cette poignée de merde? C'est vraiment une poignée de merde là depuis. Non, elle a pas fait claque. Voilà. Ah, ça c'est beau avec le micro là. Ouais.